Bonjour, c'est Jonathan et j'ai un code promo pour vous. Notre invité aujourd'hui est Marc Desrosiers qui a racheté la compagnie de sacs Arkel en 2022. Ils ont des modèles pour tous les goûts et les pratiques, du bikepacking à l'urbain, de la petite gravelle au gros cyclotourisme. Avec le code Jonathan Bérois, vous aurez 10% de rabais sur arkel.ca et ça me donne en prime une petite ristourne. C'est 12 lettres, Jonathan Broy pour une économie de 10%. À la fin de cet épisode, Marc, Benoît et moi donnons chacun notre produit préféré parmi toute l'offre. Mais franchement, je les ai quasiment tous essayés et vous ne pouvez pas vous tromper. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Maintenant, en cyclique. Bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Bérois. Et moi, Benoît Simard. Ben, ce n'était qu'une question de temps avant qu'on reçoive comme invité le grand Manitou aux commandes d'Arkel, notre marque de sac préférée. Vraiment. Celle qui est synonyme de voyage, mais aussi d'urbanité. Marc Desrosiers, bienvenue aux Encycliques. Hey, merci les gars. Merci Jonathan de t'être levé tôt ce matin. Quand même, on enregistre ça au Centre national. On est en World Tour de cyclisme à Bromont. Et on a fait la route ce matin pour être avec toi. Sur la rive sud. Quand même, on traverse la Montréal, ça, c'est quand même quelque chose. Puis je dois dire, Marc, je t'en ai peut-être fait part déjà, mais ça a pris une bonne heure avant que Jonathan m'adresse la parole dans le véhicule. Là, je suis réveillé. Marc, c'est qui Marc Desrosiers? Ben, Marc Desrosiers, c'est qui? C'est une bonne question, ça. Je t'avoue qu'on me pose pas ça souvent. Non, comme question. Ben, Marc, ici, c'est très spirituel, les encycliques, Marc. Alors, oui, vas-y. Effectivement. Ben, Marc, aujourd'hui, Marc, 48 ans, père de 2 enfants, 2 beaux enfants, marié avec une femme que j'aime beaucoup. Marc, c'est un gars qui essaie de triper le plus possible dans la vie. Il parle souvent de lui à la troisième personne. Oui. Ben, qui essaie de profiter le plus possible de la vie, je te dirais. C'est que ouais, à chaque jour... Alors, pourquoi pas être entrepreneur? Ouais, c'est ça. Oui, vraiment. Puis ça fait partie de moi, ce côté-là d'être entrepreneur depuis longtemps. Ça faisait un bout que tu voulais être entrepreneur. J'ai fait mes recherches sur toi. On se connaissait déjà, mais j'ai quand même appris des choses. Tu as acheté Arkel en 2022. Tu as un reprenariat. Oui. Mais... ça faisait quelques fois que tu voulais l'acheter, que tu demandais à Paul McKenzie, qui était l'ancien propriétaire. Je pense que c'était lui le fondateur. C'était Serge Vigent, en fait, qui avait commencé Arkel au tout début. Il y a 40 ans, c'était en 88? Un peu, oui, même un peu avant, 1988. C'est lui qui avait commencé à Montréal, dans son appartement, à dessiner des sacoches, un peu comme tout le monde qui commence une compagnie, là, qui n'est pas satisfait du produit sur le marché, puis il a dit hey, « moi, je vais faire mes propres sacoches ». Puis tranquillement, les gens dans la rue, ses amis alentour de lui, puis tranquillement, les commerçants, ils ont demandé « Hey, tu peux-tu nous en faire? » OK. C'est comme ça que ça a commencé. Là, lui, il a passé ça à Paul. Oui, ils ont travaillé ensemble pendant plusieurs années. Mais tranquillement, je pense que ça allait assez vite où Serge a déménagé en Californie parce que lui, il était plus dans le showbiz. Ça fait que c'est un artiste, en fait, Serge. Puis, entre autres, il écrivait des bandes dessinées de science-fiction. Okay. Puis, le nom Arkel, c'est un de ses personnages de bande dessinée. Ah ouais? C'est que souvent, le monde, il me demande Arkel, ça veut dire quoi? Ben, c'est le personnage, c'est le nom d'un des personnages. C'était qui son super ennemi? Est-ce que c'était Ortlieb? C'est une bonne question, mais non, je pense pas qu'il y avait de super ennemis. Non? Non, c'était une belle histoire, tu sais, puis le monde, il s'aidait. Est-ce que c'est quelque chose qui existe aujourd'hui encore? Trouvable? Ou j'ai pas demandé à Serge. J'ai vu Serge. Serge est revenu dans le coin quand moi, j'ai fait l'acquisition d'Arkel, puis on a mangé ensemble, on est sorti dîner, puis il est venu faire un tour à Sherbrooke, au bureau. Mais j'ai pas demandé s'il écrivait encore. Il m'a dit sur le coup, hey, j'aurais aimé ça garder le nom finalement pour moi, ou pour les bandes dessinées. Mais encore là, comment je l'aurais nommé,
bonne question, tu sais. Toi, pendant ce temps-là, pendant que lui faisait des bandes dessinées, tu étais chez BRP. Ouais, même avant qu'il fasse, lui, il faisait des bandes dessinées. Moi, je n'étais même pas chez BRP. Disons, j'accélère le processus. Oui. Tu as travaillé longtemps chez BRP? Oui, j'ai travaillé 15 ans chez BRP en développement de produits. Une place que j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment adoré ça, travailler avec les gens là-bas. Puis, tu sais, on pourra en parler, mais tous les accessoires qui vont sur tous les véhicules BRP. Il y a un groupe qui est dédié à développer des accessoires, puis essayer de trouver une synergie, puis rendre la vie plus facile à l'utilisateur. Comme ça un fait sac, une mitaine, un type de miroir spécial. Oui, mais vraiment, tu sais, OK, moi, comme utilisateur, quand mettons, je m'en vais faire du skidoo là, de ce temps-ci, il fait moins 30 le soir. OK, quand je suis arrivé dans l'équipe accessoires, on avait des clients qui partaient rouler après avoir travaillé. Ils partaient vers 7 heures le soir, puis ils s'en vont faire 150 km de motoneige. Ils roulent à des vitesses de 50 à 120 et plus km/h. Grand sportif, mais ça, c'est compliqué à tabarouette. Mais ça, c'était peut-être je te dirais, on a ce préjugé-là. Mais il y a beaucoup de gens qui font de la motoneige ou des sports motorisés qui sont des super de grands athlètes en même temps, puis ils ont une discipline vraiment arrêtée, puis qui sont en forme. Oui, il y a des gens avec la bédaine qui vont arrêter à toutes les bars où tu peux prendre une pizza puis manger. Mais ça fait partie un peu de l'aventure, mais en même temps, il y a du monde en forme. Mais tout ça pour dire salons, Marc, je vais faire une parenthèse. Un des salons, je ne sais plus c'était lequel, là, si c'était le plein air ou quoi, mais il y a un endroit au Québec, là, je me souviens plus c'est où, mais il y a le club de motoneige dans leur publication aux membres. C'est sur la Rive-Nord quelque part. Quand ils donnent ça aux membres, c'est indiqué les bars de danseuses à proximité du réseau de motoneige où tu peux arrêter, te divertir, te restaurer. Et ça, c'est annoncé dans la... Puis ça, c'est en 2020. Je pense que ça, c'est les gens qui sont très en forme qui arrêtent. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est récemment, c'est dans les dernières années. OK. Parce que tu sais, des bars de danseuses, il n'y en a plus beaucoup. Là, les trouve, c'est pour ça qu'il faut qu'ils marquent sur les cartes. Oui, c'est ça. C'est peut-être ça. Mais tu me disais que... Mais juste pour finir mon histoire, Jonathan, quand je suis arrivé dans l'équipe accessoires là, chez BRP, là, c'est ça, on avait des clients qui nous rappelaient et qui nous disaient on recevait un char de bêtises. Là, parce que le gars, il revient à son pick-up, il est minuit, il fait fret, il est gelé, là, il a fait sa ride, il revient. Finalement, le sac dans lequel il y avait son porte-monnaie et ses clés, il l'a perdu. Il est plus sur sa motoneige. Essaye de développe un produit qui reste là. Oui, c'est ça. Mais tu ne te retrouveras pas. Là. C'est là que tu as inventé la poche de manteau? Oui, la poche de manteau, oui, c'est ça. Zippé. Mais c'est juste que tu t'aperçois que, OK, sur un véhicule là, qui a 3-4G et plus, qui roule à 120 km/h avec plein d'impact, ben tu veux que tes produits y tiennent bien. Tu veux pas que la personne, quand elle se lève, quand elle se couche d'un bord ou de l'autre, sur le véhicule, elle accroche le sac. Tu veux qu'il fonctionne autant quand il fait moins 30 que pour d'autres véhicules, ça va être plus 40 dans le sable, etc. C'est que finalement, tu prends conscience de tout ça. Puis, de développer un bon produit, c'est pas nécessairement facile, mais on l'a fait pendant des années. Puis, j'étais vraiment content de participer dans une équipe ou de faire partie d'une équipe qui, avec des designers, des ingénieurs, des concepteurs qui développaient des produits qui étaient vraiment, vraiment le fun. T'sais. Puis moi, je ne suis pas un gars de power sport à la base, mais habitant en campagne, quand j'étais petit, du 4 roues, j'en ai fait, du sidou, du skidoo, j'ai quand même touché à ça. Puis ça reste qu'il y a quand même un plaisir. Là, c'était de trouver des solutions pour toi, c'est de trouver une solution à un problème ou un défi. Là, oui, vraiment. Puis après ça, quand on réussit à aller chercher des prix dans le marché, puis que nos utilisateurs ils reviennent et disent « Hey, vous avez fait une super de bonne job, puis ça fonctionne ce que vous faites », bien là, ça, c'est vraiment le fun. Puis ça nous fuel pour continuer, si tu veux, dans nos prochains projets. Mais ça a été vraiment une expérience là, qui a été le fun. Puis BRP, ça reste un beau fleuron au Québec où c'est une entreprise qui est reconnue mondialement. Puis l'esprit d'entrepreneuriat qu'il y a dans cette compagnie-là, est-ce que c'est une des choses qui a fait en sorte que toi, après, peut-être ton étape suivante, c'est ça qui t'a dit hey, j'aimerais ça
avoir ma compagnie ou développer mes produits ou quelque chose comme ça? C'est un peu là que tu as pris ça? Oui, vraiment. C'était déjà là en moi, même avant ça. Je me rappelle, au secondaire, on avait eu des projets entrepreneuriales où on pouvait créer un petit peu une entreprise. Puis on avait fait avec des amis des coupes bagel, qu'on vendait à la famille. Et là, tu as inventé le couteau? Oui, c'est ça. Le couteau était déjà inventé, mais par contre, on a inventé on a fait des coupes bagel en bois qu'on produisait nous autres mêmes, qu'on vendait, Fait que, après ça, chez BRP, c'était le fun parce que c'était quand même une entreprise privée, mais qui cherchait tout le temps des opportunités puis qui prenait des risques. Ça, est-ce que ça t'a poussé un peu à vouloir avoir une compagnie, ta compagnie, pour inventer tes propres choses à toi? Oui, définitivement. Là. Après ça, avec d'autres pères de famille, par nécessité, on était dans le club de vélo de montagne à Sherbrooke, d'Albix. On avait de la misère à monter les vélos pour enfants, les vélos pour adultes, rapidement sur le sport à vélo. Fait qu'on a créé Panache Rack pendant la pandémie ou juste un peu avant la pandémie. Puis on a travaillé pendant 2 ans à développer le produit. Puis aujourd'hui, Panache fonctionne, est encore en vente. Puis c'est un super de beau produit. Oui, ça, c'est un support à vélo qui s'attache verticalement en arrière. Et c'est 2 à 6 vélos. Fait que je pense que c'est quand même assez. C'est ça qui est innovateur, dans le marché, le fait d'avoir 6 vélos. Ouais. Il n'y a pas de Thule, fait pas des trucs comme ça non plus. Là, Thule, Yakima ont suivi, mais même encore là, le produit, il pourrait être amélioré dans certains cas, là, le produit Thule ou Yakima. Fait que nous, le concept, c'est que le vélo vient se monter par la potence, le lien entre la potence et le guidon. Oui, au lieu de la roue. Puis c'était pour les vélos pour enfants aussi. Vélo pour enfants. Surtout, initialement, notre marché, c'était vélo de montagne parce que c'était ça qu'on pratiquait beaucoup en famille aussi. Là. Est-ce que tu as vendu tes parts de ça quand tu as décidé d'acheter Arkel? C'est comme un a amené à l'autre? Non, dans le fond, je l'ai laissé à la personne. On était 3 pères de famille, puis il y avait un des gars qui était là, Frédéric, qui avait son entreprise de soudure, qui lui a continué. On était 2 pères de famille qui faisaient ça sur le side, mais on a laissé Frédéric poursuivre l'aventure Panache. Là, puis moi, je me cherchais d'autres aventures, J'avais regardé pour des séries dans le bois, c'est que voir si je m'en allais pas faire ça, ou j'ai regardé aussi des compagnies qui faisaient de l'injection plastique, différentes entreprises avant d'avoir l'opportunité avec Arkel où je voyais qu'il y avait un fit. Moi, j'avais le goût d'avoir du plaisir au travail, de m'amuser, puis d'être entrepreneur. D'être entrepreneur, définitivement. Mais tu voulais être repreneur ou rentrepreneur? Tu voulais faire du repreneuriat spécifiquement? Je trouvais que c'était plus facile que de partir de zéro. Ça fait, quand tu te dis je pars de zéro, il y a tout à créer, c'est quand même quelque chose, puis ça marche pas tout le temps ou ça marche rarement. On le voit là, dans le taux de réussite, là, versus reprendre une entreprise qui fonctionne déjà, qui a déjà une base de clients, qui a déjà des fournisseurs, qui a déjà une ligne de produits, qui a des revenus qui rentrent, c'est plus facile. Parce que tu poursuis quelque chose qui est déjà lancé, tu vas optimiser peut-être des choses à ton goût à toi par la suite, là, mais c'est pas partir de zéro. C'est vraiment un défi différent. Là. Ouais. En 2022, là, je sais que tu as 3 fois essayé d'acheter Arkel, puis finalement, en 2022... Acheter quelque chose après la pandémie, à quoi pensais-tu, Marc? Oui, effectivement. Des fois, j'aurais aimé ça, retourner me voir ou me reparler dans ces années-là pour me dire hey, fais attention. C'est sûr que on a commencé à discuter puis à négocier le transfert d'entreprise au début de la COVID, si tu veux. Ouais. Puis souvent, c'est des processus qui prennent quand même du temps. Après la COVID, quand l'engouement vélo a tombé, puis ce qu'on connaît de l'industrie du vélo, il y a eu quand même une baisse de marché. Mais l'engouement importante. pour le vélo n'a pas diminué. Puis encore là, peut-être que c'est une bonne chose pour les accessoires. Les vélos avaient été vendus. Maintenant, c'était peut-être l'ère de l'accessoire qui s'ouvrait. Il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient déjà fait des achats, que ce soit de vélo ou d'accessoires, dans les années COVID. Qui essayaient de les revendre. Qui essayaient de les revendre ou qui en avaient simplement plus besoin. Ouais. Là. Je me suis acheté ma sacoche ou mon sac. J'en ai pas besoin d'une à chaque année. Ça fait qu'on l'a quand même senti quand j'ai repris l'entreprise. La première année, on a eu une baisse de chiffre d'affaires, un peu comme tout le monde dans l'industrie.
honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'on... De gérer une décroissance. Une décroissance en partant, ouais. Ça fait que c'était pas mon plan de match. Là. C'est quand même une décision, je trouve, osée. Donc, ça démontrait assurément ton intention. Là. Je veux dire, de prendre ça à cette période-là, tu avais quelque chose derrière la tête. Oui, puis à Arkel, ça reste qu'au Québec, des entreprises qui sont là depuis aussi longtemps, qui ont une belle réputation. Arkel, à travers le monde, quand tu vois le logo Arkel ou le nom, les gens ils viennent te voir, puis souvent, ils sont contents. Ils vont venir « Hey, t'es Québécois, t'es Canadien ». Mais c'est un produit qui est reconnu à travers les cyclistes, à travers le monde. C'est d'avoir l'opportunité de pouvoir acquérir cette marque-là, ça me faisait plaisir. J'étais vraiment content. Puis en plus, c'est à Sherbrooke, chez nous. Moi, je peux partir de la maison à pied, en vélo, puis en dedans de 10-15 minutes, je me retrouve au travail, plein milieu de la ville. C'est super. Là. C'est quoi l'ensemble de vos produits? Vous avez comme 3 gammes? Urbaine, cyclo, bikepacking? Oui, on peut décliner ça comme ça. Il y a le gravel aussi qu'on est en train de développer ou qu'on peut considérer comme un segment. C'est l'héritage Arkel, sans aucun doute, le touring. Tout le monde se rappelle des grosses sacoches rouges ou vertes. Je vais apprendre un mot à Jonathan, mais avec un carquois pour mettre les pôles de tente. Tu m'apprends pas un mot, je sais très bien c'est quoi. C'est c'est l'étui pour mettre tes flèches quand tu es un archer. Oui, on a ça sur la GT54 encore. Et qui existe toujours. Qui existe toujours. On a plusieurs clients à travers le monde qui veulent encore ces sacoches-là, qui roulent ces sacoches-là. On a fait un post récemment d'un enseignant qui est retourné en Argentine, compléter son voyage qu'il avait fait il y a 20 ans ou 25 ans avec ces GT54, qui a encore roulé. Puis, c'est pas tuable, ces sacoches-là. Là. Puis, il y a des gens qui sont contents d'avoir la compartimentation puis de pouvoir dire « Hey, OK, ça, c'est à tel endroit, c'est dans cette pochette-là, puis ça, c'est dans l'autre pochette, puis je suis capable de mettre mes pôles de tente là. Mm-hmm. » C'est qu'on a encore cette clientèle-là. C'est qu'on va continuer de la fabriquer tant qu'il y a des gens qui y roulent avec ce sac-là. Beaucoup de sacs urbains, des sacs d'épicerie ou qui peuvent servir pour aller à l'épicerie, des sacs de messagers, des sacs... la boîte à lunch, ça existe encore? La boîte à lunch, elle existe encore, puis elle se vend encore très bien. Ça aussi, c'est assez iconique de la compagnie. De Arkel, c'est un sac de guidon avec un système de montage qui est en aluminium, qui est indestructible, qui est super solide, puis que tu peux charger comme aucune autre sacoche de guidon ou sac de guidon fermé. La plupart des sacs sont montés avec un système de plastique qui finit tout le temps par pivoter puis s'incliner quand tu travailles, surtout quand tu roules sur une route qui est plutôt chaoteuse. Mais notre sac de guidon classique, il ne bouge pas. Là, puis le plastique aussi à l'intérieur de la sacoche. J'avais eu des Vaudés là, il y a longtemps, puis le système à l'intérieur de la sacoche est en plastique, ça finit toujours par briser. Puis vu que c'est à l'intérieur, tu ne peux pas le réparer non plus. Il faut que tu changes le produit. Oui, exact. Ça fait que ça, c'est encore dans notre ligne de produits, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le bikepacking est super populaire. Les gens aussi, ils roulent différemment qu'ils roulaient. Je pense il y a 15-20 ans, les gens, l'équipement est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. Les gens, la plupart, il y en a une portion, en tout cas, qui veulent rouler plus vite aussi, ou qui vont voyager puis qui vont faire du bed and breakfast ou même de l'hôtel. Le bikepacking, c'est définitivement développé, puis on est en train de le développer dans notre line-up aussi. Moins de tourisme, plus de cyclo. Oui, un truc qui est vraiment fascinant aussi de chez Arkel, c'est que 80% de votre fabrication, pas juste inventer le produit ou le dessiner, mais le fabriquer, c'est au Québec. Oui. Ça, c'est unique. Essaie de trouver des entreprises dans le plein air qui fabriquent leurs produits ici, en Amérique du Nord. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Sans dire qu'on peut les compter sur la main, là, il n'y en a pas beaucoup au Québec non plus. C'est vraiment le fun d'arriver chez Arkel puis de voir des gens en arrière sur le plancher de A à Z avec tout à partir du tissu, des rouleaux de tissu qu'on vient découper, par la suite qu'on va découper des bouts de centre qu'on va venir assembler avec soit des morceaux de plastique ou des zips. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'on peut non seulement concevoir, mais après ça, on peut améliorer le produit, on peut jouer avec des tissus
de différentes couleurs. On peut faire aussi, on va fabriquer vraiment ce qu'on vend. C'est qu'on va le faire un peu sur demande. Vous êtes les maîtres de votre production. On est les maîtres de notre production, puis on n'est pas dans la logique du marché où tu en achètes 500 ou 1000 de chaque couleur en Asie, ça te prend 6 mois, tu les ramènes ici, puis là, il faut que tu t'organises pour les vendre, ces 500 ou 1000-là, parce que tu les as déjà payés, ils sont déjà en inventaire, ils sont déjà produits. Tandis que nous, on peut dire, hey, on va en faire 25 jaunes, 25 verts, 25 gris, puis 25 bleus, puis on va voir la couleur qui marche, puis s'il y a des couleurs qui ne marchent pas, puis en plus, on va avoir le feedback de nos clients, puis on va être capable d'améliorer le produit. Mais puis si le produit fonctionne, on en refait d'autres, mais on n'a pas consommé de matière, puis on n'a pas mis en inventaire du stock ici qui finalement qui ne se vend pas, puis que tu es obligé d'escompter, puis peut-être même jeter. Des fois, c'est pas grand-chose. C'est comme mettre une sangle un petit peu plus longue, un peu plus courte, changer une couture peut-être. C'est des choses que tu peux tester assez rapidement sur place. Oui, le profil d'un sac, l'améliorer, ça fait que c'est des choses comme ça, mais on continue. C'est sûr que chez Arkel, on achète aussi des produits qui viennent de l'Asie parce qu'on n'a pas les technologies pour les fabriquer ici. Puis il y a des produits aussi qu'on vend en grande quantité, en trop grande quantité pour être capable de toutes les fabriquer ici. C'est que comme toutes les entreprises, on a, oui, de la production qui vient de l'Asie, mais il y a peu d'entreprises qui peuvent se vanter comme nous, dire « Hey, on fabrique notre produit localement. » C'est surtout vos produits qui sont... c'est pas collé, c'est... On les appelle soudés. En fait, là, c'est un... soudé. Oui. Ça fait que dans les constructions de sacs, tu peux aller dans une construction cousue. Ça fait qu'avec un fil que tu vas venir percer un tissu. Ça fait que même si le tissu est imperméable, quand tu viens le percer, tu vas venir faire des trous dedans. C'est un type de construction qui va nécessiter, si tu veux le rendre imperméable, il va falloir que tu viennes le sceller par la suite, soit en opération secondaire avec une bande d'étanchéité que tu vas venir appliquer à chaud, soit sur ce même tissu-là ou sur une doublure imperméable à l'intérieur. On retrouve ce type de construction-là dans notre série signature qu'on fabrique au Québec, qui sont 100% étanches, mais ça nous permet d'utiliser des beaux tissus qui ont un super de beaux sacs, mais en même temps qui sont 100% étanches pour se promener puis rouler en vélo, là, beau temps, mauvais temps. Mais de l'autre côté, on voit beaucoup de produits qui viennent de l'Asie puis qui vont être soudés. Ça veut dire que tu vas avoir deux tissus ensemble qui vont tout simplement être soudés un sur l'autre. Et puis ça fait... c'est thermiquement ou chimiquement ou il y a un produit ou... C'est vraiment thermiquement. Là. Ça fait que tu vas venir fusionner les deux matériels ensemble. Et puis, c'est sûr que d'emblée, ça fait un produit qui va être étanche à 100%. Mais ça exigerait de la machinerie qui serait peut-être trop coûteuse à avoir ici, j'imagine, pour justifier l'acquisition. Là. Oui, il y a très peu de gens qui font ça ici en Amérique du Nord. Ça te demande des moules pour chaque pièce ou chaque panneau que tu viens souder ensemble. Ça demande un moule pour chacune de ces pièces-là. Pour l'instant, autant que j'aimerais ça, un des autres manufacturiers qui le fait dans le monde, c'est Ortlieb, en Allemagne. Un jour, je rêve que Arkel soit aussi gros qu'Ortlieb. Puis j'aimerais ça faire ce type de procédé manufacturier-là ici au Québec. Mais pour l'instant, pour nous, on n'est pas... Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'Arkel devienne aussi gros qu'Ortlieb? Je pense qu'il faut se donner le temps de réaliser un peu notre vision. Moi, je vois Arkel, effectivement, qui pourrait devenir aussi gros que Fjällräven ou que Ortlieb, pour te donner une idée, d'une compagnie qui design des produits, qui en fabrique à l'interne, puis qui en fait fabriquer aussi à l'externe. C'est sûr qu'en Allemagne, il y a une population. En Europe, il y a un bassin, puis il y a des infrastructures cyclables qu'on n'a pas au Québec, qui sont différentes, au Québec et au Canada. Là. Ça fait que il y a l'État allemand aussi qui avait supporté Ortlieb à travers les années comme jamais, où ça a vraiment eu une incidence sur l'entreprise. Parce que vos produits sont au moins aussi bons que ce qu'eux font. Oui. Oui. Je pense même vous ratisser encore plus large. Fait que c'est une question de géographie, peut-être même dans un marché européen, puis avoir un bassin de population. Puis là, en plus, vous vendez beaucoup aux États-Unis, là, mais je pense que récemment, ça ne doit pas vous aider non plus. Non, non, effectivement, là, la situation aux États-Unis ne nous aide pas.
On a une philosophie où on utilise des matériaux qui sont différents qu'Horte Libre. Eux autres, ils sont vraiment seulement dans le soudé. C'est que nous, on utilise plus des tissus qu'on va coudre dans notre ligne de produits. On a eu cette philosophie-là depuis le début, puis on va rentrer des nouveaux produits qui vont être soudés tranquillement là, dans une ligne bikepacking qu'on est en train de développer. On va avoir des nouveaux produits qui vont être soudés, mais on pense encore que la construction actuelle qu'on a dans le cousu et puis dans le scellé, ça fonctionne super bien. C'est des matériaux qu'on peut réparer. Puis le sac cousu, c'est plus facilement réparable partout. Puis ça donne le tissu, il donne une texture qui est vraiment belle. Puis la différence est quand même minimale là, en termes d'imperméabilité. À moins de traverser une rivière en pédalant, s'il y a juste de la pluie ou même beaucoup, beaucoup de pluie, il n'y a pas de différence. Non, tout à fait. Puis tu vas être aussi imperméable un que l'autre. Puis ça, c'est pas un sac qui ressemble à du plastique, c'est un sac qui ressemble vraiment à un sac. Là. Ouais. Fabrication canadienne, ça veut aussi dire d'avoir des gens qui sont capables de coudre, d'assembler ici. Comment vous répondez à cette demande-là? C'est sûr que c'est un défi d'avoir des gens qui ont cette expérience-là, qui maîtrise la couture, parce que, on s'entend, c'est plus quelque chose qui est si commun que ça au Québec. Ça a vraiment diminué dans les dernières années, mais on est chanceux d'avoir une force de travail à travers les gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui viennent chez Arkel, puis qui sont là tous les jours, qui ont appris à travailler le produit avec nous autres, puis qui vont faire le produit qu'on connaît, qui est fabriqué ici. On est une quinzaine. Puis qui viennent de plusieurs endroits dans le monde. Ouais, ben oui. Alexis Cartier me disait qu'il a travaillé chez vous pour un petit bout, puis il y a quelqu'un là qui venait de l'Iran, qui lui avait appris à coudre. Oui, effectivement. Dans le fond, Fadi, qui a été notre superviseur pendant longtemps, a appris à Alexis là, plein de choses pour concevoir puis arriver avec le Burrito, qui est notre sac de guidon qu'on a sorti il y a 2-3 ans, qui est assez populaire. Ouais. Mais oui, on a des gens qui viennent de l'Afghanistan, des gens qui viennent de l'Ukraine, de l'Amérique centrale. On a une quinzaine de personnes qui viennent de partout dans le monde. Et en plus, depuis 2003, une douzaine d'autres employés qui sont là à temps partiel qui ont une déficience intellectuelle. Oui, effectivement. On a cette équipe-là aussi qui fait partie des valeurs de Arkel depuis toujours, qui vient nous donner un coup de main à faire des petits assemblages, à venir monter des étiquettes, à venir monter les sangles sur les sacs, les élastiques, à venir faire plein de petites opérations qui sont nécessaires à finir le produit. Ces gens-là, quand tu les côtoies à chaque jour, ils t'apportent vraiment le sourire dans la face parce que, ils ont tout le temps le sourire. Ils dégagent une énergie puis un bonheur dans toute l'équipe qui est contagieux. Ça fait que on se verrait pas communautaire aussi pour vous. Oui, vraiment. Eux sont contents de venir chez nous parce que non seulement ça les sort de leur milieu, de leur maison, ils viennent socialiser, puis ils viennent nous aider à réaliser un beau produit. Puis ils sont contents, puis ils vont nous le dire. Ils vont le voir, le produit, même qu'ils vont voir, puis il y a un petit défaut ici, il y a quelque chose à corriger. Ils vont nous en parler parce qu'ils connaissent les produits à travers toutes les années qui sont avec nous. Ça fait que ça fait partie de l'identité Arkel, puis sans eux, on ne serait pas ce qu'on est. Là. As-tu une moyenne depuis combien de temps les gens travaillent en général chez Arkel? Est-ce que tu es le plus nouveau employé? On a quand même, avec le changement d'entrepreneur, avec l'arrivée que j'ai eue, on a quand même des nouvelles personnes qui sont venues se greffer à l'équipe. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, sur le plancher de couture. Il y a des gens qui sont arrivés. C'est sûr que tu vois, les gens qui arrivent de l'Ukraine sont arrivés avec la guerre, quand ils sont arrivés au Canada. On a eu des gens aussi, c'est ça, dans l'équipe. On a ramené du nouveau sang, je te dirais, pour redynamiser puis redonner un nouveau souffle à Arkel. On a une belle équipe. On a des gens comme Evelyne Lacroix qui est aux opérations, qui fait partie de l'équipe qui roule, qui est vraiment impliquée dans le domaine du sport en Estrie avec Garnotte Organisation qui organise la Presta puis la Garnotte. C'est quoi les plus grands défis? C'est inventer le produit, la fabrication ou le vendre? C'est 3 défis en soi. Parce que souvent, quand on voit un produit sur les tablettes,
on se dit, c'est facile ou ben oui, ça fait du sens, tout ce qu'on voit. Uh-huh. Mais il y a beaucoup d'heures derrière le produit, à dessiner le produit. Après ça, il y a toute la réflexion pour, OK, quand on va l'utiliser, l'utilisateur, comment que ça va performer, le montage sur le vélo. On n'oublie pas que la plupart des vélos ne sont jamais pareils ou les grandeurs de cadre sont différentes, les angles, les longueurs de potence, les largeurs de guidon. C'est toutes des variantes qui vont être à penser. Fait qu'il y a toute la conception, puis après ça, il faut être capable de le fabriquer. Ça fait que, OK, je veux le concevoir, mais il faut que je sois capable de le fabriquer. Puis si on veut le fabriquer au Québec, il y a tous les enjeux de coût. Ça fait que comment qu'on fait pour le faire ici pour que ça soit quand même... Ça vaille la peine. Que ça vaille la peine, puis que ça arrive avec un produit qui fait du sens, autant au niveau du prix pour le client que pour le détaillant que pour nous. Au niveau commercial, il y a tout ça à penser. C'est tous des départements tellement différents l'un de l'autre que j'imagine que vous avez des spécialistes. Peut-être qu'en tant que propriétaire, il faut que tu sois capable de voir l'ensemble de ça, mais chez vous, j'imagine chacun a son... que ce soit le développement, la production puis la mise en marché, c'est... La vente, la commercialisation, Puis après ça, quand on revient dans le développement, il y a des produits, qu'on va travailler pendant 1 an, 2 ans ou qu'on va tester, on va passer à des cyclistes autour de nous qui vont faire du millage avec le produit, puis ils vont nous revenir, puis on pensait que c'était une bonne idée, mais non, finalement, ça ne marche pas bien. Ou oui, ça fonctionne bien, ou on retravaille ça. Ça fait que ça demande... chaque étape là, est vraiment intéressante, c'est vraiment stimulant, mais ça prend du temps. On pense tout le temps que ça va se faire rapidement. Je suis le premier à me dire, on va être capable de sortir ça ce printemps. Mon équipe est bonne à me dire, hey, attends un petit peu, là. On a déjà ça dans notre plate, là. Regarde, commençons par sortir ça. On va bien le faire, puis après ça, on pourra aller à la prochaine. Vous jouez sur plein de tableaux. Là. Je parlais des sacs urbains, des cyclos, du bikepacking, gravel. Mais d'un côté, vous avez des concurrents qui sont énormes, puis de l'autre côté, vous avez des minuscules concurrents qui font des sacs sur mesure. Comment tu fais pour te positionner là-dedans? Puis c'est qui, dans le fond, tes plus gros concurrents là-dedans? C'est une bonne question. Tu sais, autant que oui, à travers les. Autant qu'à travers les médias sociaux, puis tu sais, le web, aujourd'hui, on est capable de regarder tous les produits, les nouveaux produits qui sortent, puis il y a vraiment du beau matériel qui se fait. Peu importe les marques, tu sais, on va plus regarder, nous autres, tu sais, comme entreprise, on est où? Qu'est-ce qu'on n'a pas de disponible dans notre ligne de produits qu'on pense qu'on devrait sortir? Qu'on va utiliser le plus, qu'est-ce que nos clients aussi utilisent le plus, puis qu'est-ce qu'ils voudraient comme produit pour leur pratique cycliste. Fait que c'est pas d'essayer de voir, Telfin vient de sortir ça, Apidura vient de sortir ça, tel autre tissu. Il faut que tu essaies d'être en avant d'eux, puis si tu as manqué un tournant, d'essayer de prendre le prochain plus vite. Autant qu'on aimerait ça, être là ou être rendu où Telfin ou Apidura est, on ne l'est pas du côté bikepacking. Puis, ils sont très précis là-dedans. Ils sont très précis, puis c'est la seule niche, c'est le seul créneau qu'eux autres adressent. Mm-hmm. Nous, on travaille d'autres créneaux aussi. C'est qu'on essaie de répondre un peu à tous nos cyclistes ou à ces 3-4 segments-là. Mais on va plus y aller sur, OK, présentement, Arkel, on est où? C'est quoi les prochains pas? Quand moi, j'ai repris l'entreprise, on est allé vers des tissus qui étaient recyclés, des tissus qui étaient carboneutres. On est allé aussi avec des nouvelles couleurs. On a travaillé des tissus qui étaient plus techniques. On a gardé le Cordura dans la ligne classique, mais on est vraiment à essayer d'aller redonner une autre image de marque à la ligne, mais dans nos valeurs qui sont quand même faire attention à l'environnement. Mais vous le mettez de l'avant aussi. Je pense que tu fais peut-être référence à un tissu qui s'appelle le EcoPack. Puis, je ne sais pas si c'est lui que vous utilisez ou le X-Pack. C'est pas on utilise les deux, dans le fond, ça fait. Puis, sur vos sacs, il y a toujours un échantillon du tissu où on peut voir les deux côtés du tissu. Je trouve ça quand même intéressant de mettre de l'avant. Regarde, ça, c'est un morceau de notre tissu qu'on utilise. Ben oui, vraiment. Ben, on veut le montrer, dans le fond, aux gens parce que sinon, ils ne le verront pas. Mais souvent, on va utiliser entre autres le X-Pack, que pour tous nos produits qu'on fabrique ici au Québec, ça fait du sens d'utiliser ce tissu-là parce qu'il est fait sur la côte est, dans le fond, des États-Unis. C'est qu'il n'est pas trop loin. C'est un tissu qui est fait dans une usine qui est carboneutre, puis qui utilise du contenu recyclé, puis en plus qui est imperméable, qui a des propriétés techniques vraiment intéressantes pour le type de produit qu'on fait.
On va utiliser aussi le EcoPack sur nos produits qu'on fait en Asie parce que le tissu, il est fait là-bas, en Asie. Fait que on va l'utiliser sur nos produits qu'on achète là-bas. Puis encore là, c'est un tissu qui est fait à partir de contenus recyclés, c'est-à-dire de bouteilles d'eau recyclées. Mais ça fait partie de notre démarche lorsqu'on vient créer un produit, d'avoir le moins d'impact possible. Est-ce que c'est une demande des consommateurs aussi? Est-ce que vous le sentez d'avoir cette demande-là plus ou c'est vous qui vous l'imposez, mais qui. Ben, c'est nous autres qui nous l'est imposé, mais aujourd'hui, je pense que c'est un incontournable. Je pense que tout le monde d'emblée va regarder un peu, OK, le matériel, est-ce qu'il est recyclé? Est-ce que par la suite, je suis capable de. Oui, en premier, on cherche la performance. Est-ce que on dit le fit and function est là? Mais par la suite, si on est capable de diminuer l'empreinte, on va le faire. Je pense qu'on a comme devoir, comme cyclisme, comme n'importe quel individu, puis surtout comme gens qui ont de l'impact sur un industrie. Leader de l'industrie, en tout cas. Ouais. On est tous des gens qui aiment ça aller se promener dans le bois, qui aiment ça aller se promener, de découvrir des endroits partout dans le monde. Quand on va dans des pays où il y a des déchets partout, c'est-à-dire toute la planète, ça nous frappe. Puis on s'aperçoit, OK, au Québec, on est chanceux, mais il n'y a peut-être pas si longtemps, on n'était pas là. Mais c'est pas acquis. Tout ça, c'est qu'il faut, si on peut transformer puis essayer d'influencer d'autres endroits pour réduire les déchets puis notre empreinte, faisons-le. On se pense qu'ici, on n'a pas de déchets dans les rues, là, mais on en envoie beaucoup ailleurs aussi. Là, notre fameux recyclage. Qu'on pousse à l'étranger. Là. Quand même déjà 350 détaillants dans le monde qui vendent Arkel. Vous vendez sur votre site, mais aussi beaucoup à travers le monde. Australie, Nouvelle-Zélande, en Europe. Angleterre, oui, tout à fait. C'est que on a quand même un bon réseau de détaillants. C'est sûr qu'on est très présent au Québec, dans le reste du Canada. Aux États-Unis, on l'était. On a perdu quelques détaillants avec ce qui se passe présentement, mais avec notre site web, on continue à vendre partout dans le monde aussi. Ah ouais. Vos sacoches, moi, il y a quelques années, j'étais dans le parc de la Gatineau et je me suis fait attaquer dans la nuit par des ratons laveurs. C'est un élément unique au Québec dont on a la chance de vivre. Pour avoir campé ailleurs dans le monde, c'est unique au Québec. C'est environ 16 ratons laveurs. Moi, j'avais des bouchons dans les oreilles. 16? Oui, ben, je les ai comptés. J'ai compté le nombre de yeux, puis j'ai divisé par 2. Puis, j'étais avec mon caméraman, ami Guillaume, qui s'est mis à crier « Jonathan! » Il était dans sa tente, il a posé sortir. Lui, il pensait qu'on se faisait attaquer par un ours, mais c'était des ratons laveurs. Et j'avais votre demi-sac de corde. Les ratons ont réussi à ouvrir la fermeture éclair, mais ça, n'ont c'est jamais le signe qu'elle s'ouvre très facilement à une main. À une seule main, mais n'ont pas réussi à percer le sac comme tel. Donc, je pense que même pour le marché québécois, c'est très bon. Résistant aux ratons, quand même. C'est un bel étiquette à mettre sur... plus taco, burrito, ça résiste aux ratons. C'est pour compléter, je voulais qu'on fasse un tour de table en donnant nos produits préférés. Parce qu'au début, je mentionnais que Arkel était à Benoît et moi, notre compagnie de sacs préférée. Je trouve que c'est un fleuron québécois que je suis fier de transporter partout dans le monde. Moi, j'ai redécouvert Arkel avec le Seed Packer. C'est qui est probablement un des meilleurs sur le marché. Qui était un des premiers à tenir avec un rack et plutôt que simplement être suspendu à flotter gauche-droite en arrière. Moi, mon produit préféré, je crois, ces temps-ci, en tout cas, j'en ai beaucoup, mais j'aime beaucoup les Dry Lights, qui est un sacoche très légère, sacoche de bikepacking, 28 litres. Je les enlève à peu près pas souvent. J'enlève un peu le contenu dans ma tente, mais je les laisse généralement sur le vélo. Je les ai pour aller faire l'épicerie en voyage toujours. Donc, je n'ai pas ta gamme citadine, mais les Dry Lights, beaucoup moins chers. Puis même assez large pour mettre un ordinateur. En tout cas, j'aime bien ça. On l'offre dans 2 formats, 28 puis 36 litres. Ah, c'est vrai, je ne savais pas. Mais effectivement, c'est une paire de sacs un peu all-around qui sont vraiment abordables puis super qualité. Là. C'est comme 100 quelque chose pour les deux. Oui, c'est ça. Pas loin de 150 $ de mémoire là, pour les deux. C'est la moitié ou quasiment le tiers de certaines grosses sacoches. Oui. Ben? Moi, on parlait de nourriture tout à l'heure. Et donc, le burrito et le taco sont mes mets favoris chez Arkel, je crois. J'aurais pensé le Seed Packer dans l'ancien temps, mais maintenant, c'est vraiment... Donc, le sac de tube supérieur dont Marc parlait, puis le burrito, c'est le... Le burrito, qu'est-ce que je pense qui est vraiment unique à ce sac-là? C'est son ouverture qui est
en largeur, on va rouler le sac. Ouais. Habituellement, les sacs là, de type Saint-Bernard comme ça, il y a un zipper qui fait que c'est impossible de mettre la main dans le sac facilement. Mais donc, je pense que le gros highlight du burrito, c'est vraiment son ouverture roulée. Oui, qu'on peut ouvrir en roulant et fermer en roulant parce que c'est une attache C'est quand même important de pouvoir le refermer quand tu roules. Oui, quand même. C'est un sac, souvent, tu peux mettre plus de stock. Oui. Si tu arrêtes en route, puis finalement, tu vois une place où ils font des bons croissants, puis tu veux revenir à la maison. Pour ça, par exemple, je recommanderais le Signature Bébé. Ouais. Parce que lui, moi, mon point de vente pour ces sacs-là, ça a toujours été le burrito pour son look puis son volume, il est super. Mais quelqu'un qui est... Le bébé signature, il se ferme mieux mal. Oui, OK. Tu peux le remplir puis essayer de le fermer puis c'est ça, il se ferme mieux mal. C'est la seule façon de le Puis il y a plein de gens qui achètent le signature bébé pour partir en voyage. Ça fait leur sac. Ça fait un petit sac de bandoulière imperméable. C'est drôle. Hey, on avait des rappers de Montréal qui traînaient leurs potes là-dedans. Puis plein d'autres stuff parce qu'il est tout le temps au sec. Peu importe où tu t'en vas. Je suis pas sûr que les gars faisaient du vélo, mais... courant comment transporter vos herbes de Provence en voyage. Et voilà. Un sac pour les thugs. Et toi, est-ce que c'est ça ton sac préféré pour cette raison ou une autre, Marc? Ou t'en as je peux te dire que là, dernièrement, les Fork Packer, qui est notre nouveau sac de fourche. Dernier on a hâte de pouvoir mettre la main dessus. C'est vraiment un sac que j'aime. On peut mettre quand même pas mal de volume, 5 ou 7 litres en avant sur la fourche, ça te donne un 10-14 litres. Puis, honnêtement, encore là, ils sont super beaux. Ils viennent s'agencer avec le restant de la collection Bikepacking. Ils sont faits au Québec. Ils sont imperméables. Et puis, ils s'enlèvent en un tour de main. Là. Ils utilisent des attaches de Old Man Mountain, une compagnie de rack, qui, eux, ont décidé de donner ce système-là à ceux qui voulaient l'utiliser ou de le vendre? C'est ça, dans le fond, ils nous permettent, ou en collaboration avec eux autres, dans le fond, ils permettent à d'autres entreprises de l'utiliser. Ça, c'est open vraiment. Source design. Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait que nous, chez Arkel, on travaille depuis longtemps avec Old Man Mountain. Dans les débuts d'Arkel, on distribuait puis on vendait déjà Old Man Mountain. C'est que on a toujours gardé une relation avec eux. C'est que plutôt que de développer un système qui aurait été semblable, on a dit, regarde, travaillons ensemble. Puis c'est le système est bien fait. Tu peux enlever le sac rapidement, laisser la cage sur ta fourche. Si tu veux sortir juste en gravelle, ça paraît pas trop. Puis par la suite, si tu veux monter juste des bouteilles ou si tu veux monter ton sac régulier, un plus gros sac, un sac au sec plus gros, tu gardes la cage puis tu viens mettre d'autres choses dessus. L'attacher avec des élastiques. C'est ça, avec des courroies. Là. Ça fait que... Marc, écoute, en conclusion, d'autres fleurs. J'ai une passion pour les sacs de vélo. J'ai déjà dit dans un épisode ici que des fois, pour m'endormir, je rêve à des sacs de vélo. Souvent, c'est des Arkel. Alors, merci de m'aider à m'endormir. À bien dormir. Et de m'accompagner partout dans le monde. C'est un plaisir de te recevoir, c'est toujours un plaisir de te parler et d'utiliser tes sacs, Marc. Ça me fait plaisir. Merci, les gars, de me recevoir. C'est un plaisir de vous écouter aussi, à toutes les fois, puis au plaisir de reprendre cette discussion-là ensemble. On va clore ici ce chapitre, mais nous prenons vos commentaires et vos questions. Marc, on peut trouver Arkel sur arkel.ca et au @arkelbikebags, un peu partout. Benoît, comment te joint-on? Me joindre au @encyclique avec un S à la fin. Et je suis disponible au @Jonathan Berroy. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour d'autres encycliques.